c'est tout. 11 décembre 2025. Nous sommes dans la 4e année, jour 291 depuis le début de l'invasion totale. Soyez les bienvenus, je vous salue. Pour le rapport de situation quotidien, dans le rapport d'aujourd'hui, nous voyons l'utilisation massivement étendue de drones reliés par fibre optique à Kupiansk, de nouvelles attaques ukrainiennes contre des installations énergétiques et chimiques russes centrales, y compris la plateforme offshore Filanovsky, ainsi que le taux de désertion en forte hausse dans l'armée russe, qui indique de plus en plus une usure structurelle et une profonde érosion morale centrale. Et bien sûr, bien plus encore. Mais avant cela, jetons un rapide coup d'œil à la collecte de dons en cours. Nous avons déjà atteint 20% après seulement 4 jours. Excellent comme toujours. N'oubliez pas que pour chaque nouvel abonné, je fais un don supplémentaire de 4 centimes. Votre abonnement est gratuit mais soutient l'aide humanitaire. Toutes les infos, PayPal et coordonnées bancaires sont dans la description de la vidéo. L'argent est versé directement à l'Ukraine pour Berlin et reste déductible des impôts. En direction de Kupiansk, on observe désormais une scène habituelle. Au-dessus de 2 parties de la zone boisée flottent de fines bandes scintillantes sous la lumière du soleil. Il s'agit des câbles à fibre optique d'innombrables drones télécommandés. Le nombre de systèmes à fibre optique y est si élevé que les câbles recouvrent presque entièrement le terrain. Cela illustre à la fois l'intensité de l'utilisation des drones et l'importance croissante des drones à fibre optique pour résister aux perturbations de la guerre électronique. Quand on pense qu'il y a 1 an et demi, ou même il y a seulement 1 an, une vidéo d'un drone à fibre optique était considérée comme un événement très remarquable. Comme ils étaient si rarement aperçus, cette évolution est un exemple frappant de la rapidité avec laquelle certaines innovations s'imposent, sont améliorées et se répandent des 2 côtés. Les chaînes Telegram russes rapportent une attaque contre l'usine chimique Akron, l'une des plus grandes usines chimiques de Russie. L'usine produit entre autres des précurseurs qui influencent également la fabrication d'explosifs, car ils sont utilisés à cette fin. L'ampleur et les conséquences de l'attaque ne sont pas encore claires pour le moment. Mais ce n'est pas tout. Selon les derniers rapports, des drones ukrainiens ont, pour la première fois, frappé avec succès la plateforme offshore russe Filanovsky en mer Caspienne. L'installation exploitée par Lukoil est considérée comme l'un des sites d'extraction centraux de la région. Elle a ainsi été touchée par au moins 4 impacts, ce qui a entraîné l'arrêt de la production de pétrole et de gaz, provenant de plus de 20 puits. Le gisement est estimé à environ 129 millions de tonnes de pétrole et 30 milliards de mètres cubes de gaz, de sorte que l'attaque devrait affecter sensiblement le potentiel d'exportation via le pipeline de la mer Caspienne. Pourquoi toutes ces attaques contre les sites pétroliers et gaziers ? Les attaques ukrainiennes contre les sites pétroliers, gaziers et chimiques visent plusieurs objectifs liés. L'Ukraine frappe directement l'économie de guerre criminelle russe, notamment les champs d'extraction et raffineries. Ils sont essentiels à la logistique militaire, fournissant carburant, lubrifiants et matières pour explosifs. Chaque défaillance de telles installations compromet l'approvisionnement du front et affaiblit la capacité opérationnelle de la Russie. Elles causent aussi des désagréments et des pénuries pour les citoyens. Deuxièmement, ces frappes visent partiellement la base de financement de l'État russe. Le pétrole et le gaz sont parmi les principales sources de revenus de la Russie. Si la production baisse ou si le transport est perturbé, les exportations et revenus diminuent, tandis que les coûts et risques de livraison augmentent. La Russie peine davantage à financer la guerre sur la durée avec les revenus énergétiques. Troisièmement, et c'est un point que beaucoup malheureusement ne prennent pas en compte, les attaques ont-elles un impact dans l'environnement géopolitique et économique des acteurs occidentaux ? Certaines parties de l'environnement des investisseurs et des lobbies américains, en particulier autour de Donald Trump, poussent effectivement à une fin rapide de la guerre, ce qui permettrait une réouverture massive des projets énergétiques russes. L'objectif de ces cercles serait, après un accord politique, d'investir à moindre coût dans les infrastructures pétrolières et gazières russes. Un intérêt qui se reflète également dans de nombreuses propositions, modèles d'investissement et interlocuteurs. Cependant, les frappes ukrainiennes rendent ces installations plus risquées, nuisent à leur rentabilité et réduisent la valeur potentielle des participations futures. Cela affaiblit les structures de lobbying qui préfèrent une fin de la guerre principalement pour des raisons économiques et avec un secteur énergétique russe largement intact. En somme, Trump et ses alliés du lobby, grand soutien lors de l'élection, devraient en perdre les incitations à forcer l'Ukraine à une paix rapide pour ne pas investir dans certaines installations. En effet, un achat comme celui de Nord Stream 2 n'est possible que si la guerre a pris fin. Cela a déjà été proposé.
Le seul grand mouvement de front a eu lieu aujourd'hui près de Liman, et projeté et bien jamais modifié à la mi-temps de Limano-Sisre Hiroyuki. Honshir Zdravstv. Ici, les Russes essaient aussi d'obtenir de larges gains pour la 21e brigade. Cela pourrait être sous contrôle russe. Il reste ce passage, mais je n'ai pas entendu parler de soldats ukrainiens ici depuis un moment. Vous pouvez considérer cette zone comme grise. Plus au sud, presque rien ne change. Près de Yampil. Je pars du principe que l'endroit est déjà contrôlé par la Russie. Comme ils poursuivent leur attaque vers l'ouest, vers Lyman et aussi ici en bas. Ce changement de territoire en rouge foncé date d'hier, il n'est donc pas actuel. Voilà à quoi cela ressemble. Mais comme je l'ai dit, ici aussi il y a un combat acharné, certes sans de nouveaux changements aujourd'hui, mais quand même. Comme je l'ai dit, les Russes ont conquis 3 villages, ici en haut. Sur la carte topographique, tout cela a encore un aspect commun différent. Les Russes contrôlent toute la chaîne de collines au nord-ouest de Liman et continuent de se battre à Siversk pour le contrôle de la ville. S'ils parviennent à progresser davantage là-bas, il est tout à fait envisageable qu'ils veuillent aussi conquérir les collines, ici au sud de Liman, afin de mettre la pression à la fois sur Liman et sur Sloviansk. Le problème, c'est que les 3 endroits se trouvent dans la vallée, et que les Russes, en contrôlant les collines, obtiendront de nombreux avantages pour préparer leur attaque. Les Russes ont attaqué avec des forces mêlant mécanisées près de Pokrovske, détruites par les drones ukrainiens. Vous pouvez retrouver la vidéo complète, comme toujours, sur mon canal Telegram. Dimitri Medvedev a déclaré qu'en 2025, la Russie avait pu recruter plus de 400 000 contractuels pour être déployés en Ukraine. Cela correspond en moyenne à 33 333 par mois, donc un peu moins que le chiffre indiqué l'année précédente. Mais cela reste un signe clair de l'ampleur de la mobilisation continue et de l'usure importante du personnel. Dans plusieurs régions, d'importants incitatifs financiers restent en vigueur pour les signataires. Dans d'autres régions, un soldat gagne maintenant plus de 6 millions de roubles par an, soit environ 75 000 $, à condition qu'ils survivent ou que la somme soit payée. Ainsi, les recrues reçoivent en un an l'équivalent de 6 à 10 revenus annuels moyens, ce qui constitue évidemment une forte incitation. 400 000 nouveaux soldats, ce n'est pas forcément beaucoup, car cela représente à peine quelques milliers de plus que les pertes russes annuelles. De plus, ils ont aussi un problème avec les forces qui désertent, car le taux de désertion en Russie a fortement augmenté ces derniers mois. Cela ne veut bien sûr pas dire que les Ukrainiens n'en ont pas, au contraire, ils ont leurs propres problèmes, et ils sont également importants. Mais ici, nous avons une nouvelle mise à jour à ce sujet. En effet, des documents internes russes, sur lesquels se base le Times, indiquent pour l'année 2025 un nombre de déserteurs d'environ 70 000 soldats. C'est moins d'un cinquième de leurs enrôlés. Les témoignages de soldats expliquent l'explosion du taux de désertion. Un juriste nommé Nikolai, originaire de l'Extrême-Orient, s'est porté volontaire pour le service militaire. Il raconte qu'il s'est engagé par nécessité économique et dans l'espoir d'une fin rapide de la guerre. Après 10 jours de formation, il a été transféré à Mariupol, puis envoyé au front. Là-bas, il a compris que la signature d'un contrat équivalait en fait à un système moderne de servage. Aucun droit à la démission, téléphone et documents confisqués. Les unités d'assaut subissent surtout de lourdes pertes. Dans son unité, seuls 5 des 45 soldats ont survécu jusqu'en juillet, l'approvisionnement était rudimentaire, les morts restaient un toit des jours au sol et la négligence était courante. À l'arrivée du prochain ordre d'attaque, il s'est blessé avec une grenade à fragmentation. Une échappatoire pour survivre à la prochaine attaque. Anton, 27 ans, ancien marin, décrit des conditions de vie catastrophiques dans les tranchées. Les infestations de rats et de souris sont omniprésentes, tout comme l'épuisement chronique et l'absence de perspective. Sa rupture morale est survenue lorsqu'un prêtre orthodoxe a béni les armes et justifié la guerre. Anton a alors perdu toute conviction, a fui la Russie par la suite et décrit les soldats au front comme pourrissant dans leurs abris. Le troisième concerné, Alexandre, 21 ans et à l'origine chef de train, a été enrôlé en 2024 malgré sa position anti-guerre. Pour des raisons financières, il a également signé le contrat qui a prolongé son service militaire. Lors d'un affrontement à Donetsk, il a constaté des manipulations régulières des cartes militaires, surtout avant les inspections d'officiers supérieurs. Les falsifications évidentes ainsi que les destructions visibles au quotidien l'ont conduit à déserter pendant sa permission. Les 3 cas étaient marqués par la négligence de la guerre,
la négligence de la guerre, pour la négligence de la guerre, la négligence de la négligence de la guerre.